toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Nightcrawler ou Night Call en français, un film sorti en 2014 de Dan Gilroy avec Jane Gyllenhaal, René Russo, Bill Paxton et Riz Ahmed. C'est un film qui a coûté 8,5 millions de dollars, un petit film, pour les États-Unis bien sûr, et il en a rapporté 50 millions. Il dure 1h57, et qu'est-ce qui se passe pendant 1h57 ? Eh bien c'est Lou Bloom. Il va s'engouffrer dans l'empire médiatique en refourguant des scènes chocs à une télé locale pour, voilà, vous savez, les news chocs dans la nuit à coups d'images spectaculaires, d'accidents ou de cambriolages qui ont mal tourné. C'est un film qui a une très bonne réputation grâce notamment à son acteur. Il avait fait parler de lui à l'époque quand il était sorti, beaucoup de gens en parlaient. C'est un sujet aussi intéressant, le sujet de la télé, le sujet des images, voir, ne pas vouloir voir, voir ce que l'on veut voir. Et le film est bien tenu, c'est une bonne surprise, une petite ambition rondement bien menée. Il y a eu beaucoup d'écrits, de très longues interviews du réalisateur, donc j'ai pas forcément relevé tout, et ce texte aussi fait partie de ces critiques que j'aurais dû poster il y a un sacré moment, mais que je n'ai jamais fait parce que j'avais pensé avoir l'opportunité de l'insérer dans des semaines spéciales, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une critique qui est restée très longtemps dans le placard, donc je vais un peu aussi redécouvrir mes notes à propos de ce film. Mais bon, j'ai quand même 10 pages, donc c'est pas mal. Alors on va commencer sans tarder. Dan Gilroy est un scénariste assez éclectique. Il a écrit pour des films à gros budget. Je vous épargne tout le traitement qui a amené à ce scénario. Sachez juste que ça part d'abord de visuels, de photos de New York des années 40, la nuit. Et c'est un vieux projet pour Gilroy. C'est un scénario en 3 actes, assez classique, centré sur les personnages, aussi jouissif que dérangeant à suivre. Dès qu'on parle d'image, le cœur même du cinéma, le film devient tout à fait intéressant. La première scène est absolument géniale. C'est un mec uniquement éclairé par une maglite, donc une grosse lampe, et il ne semble pas du tout gêné par cette lumière. Ça ne semble pas l'empêcher de faire ce qu'il a prévu de faire. Il avance vers la lumière, sans peur. Donc, quelqu'un qui n'est pas impressionné par la figure d'autorité. Et cette figure d'autorité va constamment le pousser à aller contre, justement, pour imposer ses propres règles. Et à la fin, devenir une figure d'autorité et devenir un chef de groupe. L'appel à l'aventure vient très tôt. Les premières scènes filmées sont tous des échecs, mais il apprend vite. Et le film, à la 20e minute, sert déjà dans le sujet principal. On ne fait pas perdre de temps à son spectateur. Quand on crée des images, on crée de l'illusion. On modifie ce qui ne nous arrange pas. On manipule la scène de crime. On a une évolution importante dans le récit à partir vers les 30-33 minutes. Et ça lui vaut des éloges. Plus il modifie la réalité, au point de la créer lui-même, plus il a des éloges de la part des médias, de la part des montreurs d'images. Il en résulte l'impression d'une comédie sombre. Le film commence de nuit, on a des activités de nuit, c'est un film nocturne, filmé comme tel, assez envoûtant pour le coup. Dans la lignée de films, vous savez, comme Taxi Driver, Collateral. Collateral, c'est une nuit, là où Taxi Driver s'échelonne sur plus de temps, en montrant aussi quelques séquences de jour, là où on en a très peu. On reste de nuit, les moments les plus intéressants sont de nuit. Et cette manipulation des images, ce langage des médias nous pose aussi la question du genre de film. Parce qu'on a tous les éléments d'un thriller, tout en proposant du drame, mais aussi un petit peu de la comédie. On n'est pas sur des genres importants, le thriller prend quand même une place plus importante. Mais on a quelques petits éléments qui sont disséminés. Car oui, il y a des situations qui peuvent faire rire. Alors après, à quel niveau on peut être sensible à ce genre de situation délicate ? Moi, je sais que ça ne m'a pas fait
forcément rire parce que le rapport à la normalité est explosé ici, puisque nous avons Lou qui est un personnage à la psychologie hors norme. Du coup, les situations qu'il crée lui ne sont pas perçues de la même façon par les autres autour de lui. Donc il y a une sorte de décalage qui crée du rire quand on observe ce décalage, mais quand on perçoit le contraste comme trop sidérant, trop anormal, plutôt que s'esclaffer de la situation même, eh bien la situation ne peut pas faire rire. On est là en train d'observer une drôle d'impression, une impression, j'allais dire, de carnage psychologique, oui, où plus rien n'est établi parce que ce personnage hors norme est là, dans notre société, à imposer sa vision, littéralement, aussi bien dans les images qu'il donne à la télévision que dans le rapport humain qu'il donne aux autres, à travers toute une sorte de mécanique de sociale qu'il a appris par cœur d'Internet. On y reviendra rapidement, mais le film, dans ce cas-là, par cette falsification des images, cette falsification même de l'image de soi, devient peut-être, pour certaines personnes, comique, justement. Il y a beaucoup de maîtrise pour un premier film, mais il vient surtout du scénario, tout en proposant une descente progressive, avec toutes les situations qui sont de plus en plus affreuses, avec de plus en plus d'ampleur de manipulation. Je crois que ce qui a apprécié particulièrement dans ce film, c'est sa progression, qui nous semble tout à fait en même temps observable d'un point de vue de scénario et en même temps logique. Le film n'a pas d'à-coup, j'entends par là, en termes de scénario, je trouve que on souhaiterait même qu'il y en ait plus, mais pour un film à durée respectable, je trouve qu'il est totalement narrativement bien écrit. Dès qu'on parle d'image, on parle de vision et on parle d'environnement. Ici, Gilroy veut nous montrer une société moderne, une société où on est complètement abruti par les images, par la télévision. C'est un regard plus précisément sur la société américaine. En France, on n'a pas certains réflexes qu'ont les Américains. Par exemple, on n'a pas cette espèce de médias de scandale. C'est pas scandale, c'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, de médias d'accidents, des médias de faits divers, voilà, de faits divers sordides, on ne l'a pas. En tout cas, pas sur nos chaînes de télévision. Là-bas, ils en ont. Bon, ça fait un peu bizarre de voir ça. C'est une sorte de déformation du rêve américain, donc quelqu'un qui trouve l'opportunité de faire de l'argent et de monter en puissance, mais par des images et le malheur des autres. Donc c'est là où c'est une vision déformée, une vision réaliste, pourrait-on dire. Les opportunés aux opportunistes, comme j'ai écrit, aux mecs qui ont du culot. J'ai un peu de mal avec ça, c'est pour ça que, pour moi, j'espère que ça se fait le moins possible, mais il est clair ici qu'on montre un opportuniste. Il faut un moment aussi se saisir de cette réalité. Il y a des gens qui profitent en fait de cela, notamment à Hollywood, hein. Des gens qui mettent le tout pour le tout, c'est-à-dire qui continuent à investir ce qu'ils ont gagné pour toujours plus. Dans le film, c'est vraiment ça. On continue à investir jusqu'à ce qu'on ne sait pas, parce que le film s'arrête. Tout en proposant, et ça c'est toujours très agréable de le montrer, qui plus est dans le cinéma américain, qui a tendance ces dernières années à ne pas forcément nous le montrer, eh bien nous faire un film sur le monde du travail. Alors c'est certes un film de fiction absolument pas, je considère pas documentaire, hein, mais c'est un des rares films qui a eu un peu de résonance, qui parle du travail aussi, de fournir des images, d'avoir un employeur, de rencontrer les gens qu'on va employer, puisqu'à un moment il y a une sorte d'embauche. Alors il y a le mec qui vient pour essayer de voir s'il peut avoir le contrat, donc on fait passer un entretien, donc il y a des réalités du travail qui nous sont présentées dans le film, et je trouve que là où en France on a quand même eu beaucoup de documentaires et des films sur le travail, bien aux États-Unis qui ont été médiatisés, j'entends par là, et bien aux États-Unis, moi j'ai pas l'impression qu'on en ait eu beaucoup ces derniers temps. Je pense par exemple en France à tous ces films là de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon là, En guerre, La loi du marché, je crois. Faut s'intéresser à ça, alors qu'ici on en a quand même. C'est un film de fiction qui a été médiatisé, qui a plutôt bien marché. Ça permet aussi aux gens de se rendre compte que l'atrocité vient aussi du monde du travail. Ça c'est important aussi de montrer que des fois on a affaire à des gens qui ne sont pas du tout
dans la même logique que nous. Et c'est finalement, à travers ce monde du travail, une critique du monde des médias, la violence des images télé, de ce type d'émission. On paye quand même les gens pour qu'ils fassent ça. Nina dit justement dans le film « If it bleeds, it leads ». Donc si ça saigne, c'est que ça va marquer les gens, c'est que ça va être leader dans la part de marché. Quelles que soient les images, il faut en ramener. Et cela fait écho à cette avalanche d'images qu'on nous montre maintenant, qui plus est, maintenant en plus avec le conflit en Ukraine, on a des images de violence, de mort, de véhicules dans lesquels il y avait des gens qui explosent ou qui se font rouler dessus par un tank. Hein, j'ai vu des trucs absolument invraisemblables. On est sur ce type de violence-là, on est sur ce type de démonstration qui amène un pouvoir de fascination pour son utilisation par des médias de plus en plus pervers. On montre aussi que ces médias font tourner ces images en boucle pour au final ne rien dire de plus. L'idée que les médias nous font une répétition. On revient sur un sujet plus limité, on prend notre temps pour poser le contexte, le contrôle des images jusqu'au film lui-même. Ça renvoie à notre aliénation, jusqu'à la modification de la réalité. Ce qui se passe lors de la dernière incursion de Lou et de son assistant sur le terrain. On modifie la réalité. C'est un type de situation qui est impossible de retrouver en France, notamment parce que là-bas, la violence est plus importante. Les armes sont en circulation et jouent un rôle dans leur société. Le réalisateur en joue et se fait plaisir avec les situations. Encore une fois, c'est un travail dans les situations qui donne toute sa saveur et l'amplitude de ce que le film peut montrer. Bien sûr, si on n'est pas gavé de ces récits, comment il s'appelait ce film ? Je crois que c'est Network, le film Network, qui parlait aussi de médias, ou les films de Joe Dante, ou tout ça. Si on n'est pas saturé de ce genre de fiction, eh bien on trouvera des choses à savourer dans le film. Si on a déjà tout vu, eh bien le film n'a pas de nouveauté sur la critique des médias, c'est l'angle qui est nouveau. Celui qui filme les images. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça donne vraiment une nouvelle image, l'image d'un anti-héros. Je parlais d'un sociopathe, mais en fait, ce n'est pas ça. En écrivant le scénario, Gilroy souhaitait qu'à la fin, le public devait réaliser que le problème n'était pas Lou, mais le monde qui l'entoure. Ce monde qu'il a créé et qu'il l'a récompensé. Et ça, c'est terrible. C'est qu'on aurait pu avoir un monde qui refuse les choix de Lou et ses propositions d'images. Mais non, le monde le récompense. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Lou n'est pas un malade dysfonctionnel, c'est la société qui le tolère. Le pire, c'est que la société le crée. Et on peut être comme ça. Internet crée quand même des monstres avec du savoir, comme Lou Bloom. Il y a une scène où il y a un personnage qui dit à Lou « Tu vas être viré pour cela, pour ce qu'il a fait. » Je sais plus, sûrement une manipulation d'image et tout ça. Et il y a Lou qui répond « Je vais avoir une promotion pour cela. » Tout ce que fait Lou est mauvais, mais il se voit récompensé pour ses agissements. La société a créé cette dynamique pour Lou et le récompense à chaque fois qu'il agit. La recherche d'emploi et le capitalisme, les choix d'opportunités, même si ce sont de mauvaises opportunités, pour faire des bonnes opportunités de faire des mauvaises choses, mais qui rapportent. Donc on s'engouffre dedans, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a aucun scrupule. On peut sentir un système de structure dans la narration, dans les personnages. Tout ça implique un but, une success story, sans vraiment essayer. Donc quelqu'un qui suit des préceptes du capitalisme et qui finalement en ressort vainqueur. Et en cela, le film Nightcrawler devient une étude de comportement, une analyse de discours, de choses qui semblent impersonnelles de la part de Lou. Il est implacable et toujours en train de formuler des phrases avec un très bon anglais qui semble tout droit sortir d'un manuel gratuit en ligne. Et quand on y pense, quelqu'un qui a réellement beaucoup de temps devant lui, de la motivation et une bonne mémoire serait capable d'apprendre beaucoup de choses utiles sur le net, sur le pouvoir de négociation, la façon de se mettre en valeur, et je parle même pas de tuto YouTube. Là, on parle de manipulation de comportement,
de domination par la parole et les gestes, les choix de mots, tout ça peut être particulièrement encadré avec des lectures qu'on peut faire sur Internet, des livres en ligne qu'on peut aussi récupérer pour se former littéralement. Et c'est ce que fait Lou, et c'est ce que font aussi certaines personnes sur le web. Ne vous trompez pas, il y a aussi des gens qui font ça en vrai. J'ai trouvé quelques textes, c'est coton, hein. Moi j'ai beau lire ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Mais parce que je ne veux pas ressembler à un automate. Je pense que c'est ça. Et c'est là où Lou fait un choix que moi je ne fais pas, c'est que lui, il embrasse en fait cette façon de négocier, cette façon de s'adresser, cette façon de voir en fait la relation humaine. Donc il y a beaucoup de discours, un discours agressif de management aussi, où on fait pression. Alors, gloire à ceux qui sont prêts à tout, on est d'accord, mais le libéralisme se nourrit de l'ambition de ces sujets, clairement, et il y a de l'esbrouf pour se vendre. On le voit dans le film, ça donnerait presque des idées pour se vendre en vrai quand on a terminé Nightcrawler. Je pense que je n'ai pas encore toutes les clés pour saisir le film, car même si on peut reporter beaucoup d'éléments sur notre société à nous, ça reste quand même un film sur la société américaine. Donc il ne faut pas se tromper de société, en fait, quand on parle du film quand même. C'est un film qui, du coup, par ce travail autour de son personnage principal, a de bons dialogues. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Après, on a les interactions avec les différents personnages. On a le Bill Paxton. Alors, Lou va littéralement le copier comme un caméléon, le travail de Bill Paxton. Il devient autonome par la suite. Donc, encore une fois, interaction avec les autres. Lou est la colonne vertébrale et on a toutes les côtes qui sont les personnages secondaires qui se rattachent à cette colonne vertébrale. On a Riz Ahmed qui est dans le film un sans-abri qui est abusé par Lou en étant son assistant mais son homme à tout faire. Il n'a aucune chance de se sortir de cette spirale, il est martyrisé par Lou au nom de la performance. Alors martyrisé, ceux qui n'ont pas vu le film, ne vous inquiétez pas, on est là sur l'abus du travail, hein, vous savez, l'esclave. Parce que le patron n'est pas fatigué, les ouvriers doivent continuer. Il y a quelque chose qui donne du crédit à Lou dans cette violence d'esclavage. C'est que Lou, il va aussi au charbon. Et Lou, il ne se repose pas sur ses lauriers non plus. Parce que c'est un leader, il se revendique comme leader manque. Donc même si c'est un enfoiré, eh bien c'est quelqu'un qui a un lead, qui a un pouvoir d'engager les gens avec lui. Parce qu'il se met lui-même dans les situations. On a aussi le personnage de Nina qui gère la chaîne de télévision, qui réceptionne les images que lui envoie Lou. C'est la chef, la directrice éditoriale, qui lui donne aussi plein de conseils après sa première entrevue. C'est vraiment un parcours du héros très très clair dans ce film. Si vous voulez vraiment observer un scénario, ce film il est très clair, avec des opposants et des adjuvants. Le personnage est au final assez désespéré de trouver quelque chose qui amènera l'audience. Donc ça crée au départ un personnage qui est en haut d'une structure et qui est dominant. Eh bien peu à peu elle devient dépendante par sa dévotion, la fascination des images que lui offre Lou, et ça devient un personnage vulnérable, donc de position dominante au départ, elle devient vulnérable parce qu'elle est en manque comme une drogue, en manque des images de Lou. Donc comment on fait basculer au scénario, ça c'est aussi très intéressant. Encore une fois, très bonne écriture. L'écriture, tous ces personnages, ils tournent autour d'un personnage, Lou Bloom. Alors Gyllenhaal, il a une très belle carrière, entre gros blockbusters de spectacles comme Prince of Persia, comédie romantique Love and Other Drugs, avec Anna Hathaway, très très bien comme film, mais aussi des rôles plus sombres chez Villeneuve, Enemy, Prisoners. Voilà un acteur qui a fait des choses très différentes, qui est très investi dans la production pour un héros qui n'est pas du tout un personnage classique. C'est trouble comme personnage, comme façon de jouer, car il cherche un job comme beaucoup de nous. Il est poli, donc il y a une empathie. Tout le monde peut comprendre le désir de trouver un travail. Le mec fait un speech devant le chef du garage et le mec lui répond non. Et très rapidement dans le scénario, il commet un crime, parce qu'on n'a pas le choix, on doit s'identifier à lui. Donc on commence par dévaluer ce personnage au scénario, avec des choses que l'on connaît personnellement, la plupart d'entre nous, hein, on a des fois eu des refus pour des choses qu'on voulait vraiment, dans la vie active, j'entends par là.
Et donc, dans le scénario, on s'identifie à lui, on commet un crime avec lui et on prend un acteur plutôt connu avec lequel on a plutôt une bonne appréciation pour jouer ce rôle. Donc on a très vite une identification assez forte au personnage. Le héros vit de petits boulots de merde, hein. Et puis on a l'appel à l'aventure, sa vision, cet accident qui le fascine et qui fascine aussi Bill Paxton qui vient pour récupérer des images. Le personnage, eh bien, c'est une coquille vide qui va se compléter, dont on va découvrir les facettes au fur et à mesure, parce que on n'a pas son passé, on n'a pas de backstory, voilà, on n'a pas d'histoire derrière lui. Donc le personnage a un présent très très fort, mais pas de passé. Et ça permet au public de se créer sa propre histoire du personnage, de ce qu'il a pu vivre derrière. Donc ça permet au public de s'engager vers le personnage. Lou Bloom, je considère qu'il n'a pas d'évolution. Le mec ne change pas, mais il sait où il veut aller. Lui ne fait guère plus de négociations ou moins de négociations entre le début et la fin. Non, ça reste le même jusqu'au bout du film. C'est un parti pris produit par la société. Une société qui ne change pas et il le confirme dans ses choix. Et lui non plus ne change pas. C'est un travail également que le film fait sur des stéréotypes. On a eu des films d'anti-héros, de gens qui vont un peu à rebours d'autorité ou des systèmes, que ce soit King of Comedy en 83, il y a To Die For en 95, il y a le talentueux Mr. Ripley en 99. Ce sont des films qui ont servi de test en quelque sorte pour sa recherche de Lou Bloom au scénariste. C'était l'occasion pour lui, l'acteur, de déployer une gestuelle et un physique hors du commun. Les pommettes saillantes, les cheveux gominés, il est un véritable monstre de cinéma, un octambule. Le mec est un vampire séducteur qui travaille la nuit, qui ne reflète que ce qu'il souhaite, qui draine les vies des autres au regard hypnotique. Gilroy saisit totalement l'intensité de l'acteur, la performance physique, la perte de poids. Hollywood, on sait, même le spectateur récent, effrayant d'acteurs caméléons qui s'investissent dans leur rôle. Un homme très incarné, mais aussi très discret. Il n'explose jamais à part dans un moment seul chez lui devant un miroir. Jamais sur Rick, mais il le menace calmement. Quand on menace calmement quelqu'un, est encore plus angoissant. C'est quelqu'un d'assez insaisissable. Le mec suit un gars au téléphone pour avoir des informations et combien il peut toucher. C'est un entourloupeur, c'est un mec extrêmement froid. On a peur de le mettre en colère parce qu'on l'a jamais vu en colère. Et la fin, tu as peur tout de suite pour les nouvelles recrues parce qu'on se demande s'il va pas toutes les tuer. C'est d'une belle montée en tension pour le film et en cela c'est très réussi. Le mec veut absolument tout négocier, c'est insupportable, on dirait à un moment une machine, un robot qui recrache les manuels d'apprentissage de vente. C'est un misanthrope au raisonnement très strict et méthodique. Ça n'empêche pas justement de comprendre la psyché humaine, mais de savoir quand on peut enfoncer le clou. Il est juste aliéné par son travail, qui le métamorphose, du jour au lendemain des fois. Le mec fait des réflexions qu'aurait pu avoir quelqu'un qui a 5-10 ans de métier. On a une accélération bien sûr de par la fiction. Alors que le mec il vient de commencer. Un travail que le personnage a fait pour se renseigner à fond sur le milieu, pour montrer qu'il peut agir comme un professionnel. Alors qu'au début, il revend de la ferraille. Donc ce sont des personnages insaisissables qui sont les plus savoureux. Son sourire n'en est pas un. Le mec ne se laisse pas du tout démonter par les agents de la police. Il apprend les codes de police. Il devient un vrai pro. Les aspirations de Lou paraissent finalement guère éloignées des nôtres. Il y a une scène d'entretien, d'embauche avec Rick, je vous en parlais, où le jeune homme en galère sera prêt à accepter n'importe quoi du moment qu'il a la promesse d'un emploi durable et d'un salaire de misère qui est pertinent dans ce sens. C'est quelqu'un qui a appris tout seul et finalement devient un self-made man. On en revient à cette idée, comme je vous disais, du rêve américain du capitalisme. Quand Lou demande à Rick ses précédents emplois, il demande « Dis-moi, qu'est-ce que tu as appris
de chacun de tes emplois. Et le mec bredouille un truc et Lou lui dit « Mais pourquoi je devrais t'engager ?» Mais avec un sourire, c'est le diable qui parle dans cette scène-là. Et c'est clairement une incitation à l'autre de se vendre. Hein, le mec lui laisse une chance. Il fait aux autres ce qu'il souhaite qu'on lui fasse. Il veut des opportunités, il en donne et donne des secondes chances. Et par cet aspect, il est positif. Mais ça ne va qu'un temps. Il sait que Rick est précaire. Et c'est ce qu'il cherche. Et aussi, un GPS, Rick en a un, il est engagé. Et la scène, elle est efficace. Elle est efficace pour cette opportunité. Comme je vous disais, c'est un opportuniste. Et ça, c'est absolument délicieusement horrible à constater. Parce que c'est ce qui se passe en vrai. C'est un personnage qui l'embrasse, qui croit complètement au système. Il possède une voiture rouge du démon. Il devient un démon du regard. Et un créateur de ses propres événements. Créateur de ses propres opportunités. Comme si le film créait en fait une anti-héros success story. Je parle beaucoup du personnage, mais il est au centre du film, il est le titre de l'œuvre. Un personnage qui va fédérer tout autour de lui. Le Nightcrawler, c'est un ver de terre, c'est une vermine, une sorte de serial filmeur avec des yeux luisants. C'est un animal qui peut sentir la peur, qui peut sentir la faiblesse. Le script fini, Dan Gilroy voulait réaliser le film. Il y a eu de bons retours de la part de son frère Tony Gilroy, et John Gilroy, le deuxième frère, rejoint l'équipe en montant le film. Donc c'est vraiment la famille Gilroy qui s'occupe du projet. C'est très short, 8,5 millions de dollars, mais on sent l'investissement. Le film est très bien tenu dans sa production. Il y a eu davantage de cuts dans le script que Gilroy considéra vraiment le récit comme un défi. 27 jours de tournage, 24 nuits, le tournage quasiment se fait intégralement la nuit. Vous le verrez dans le film, ce n'est pas une entourloupe. Pour créer un effet de continuité, on vit la nuit. Il y a une immersion dans la ville, une exploration de la ville nocturne à Los Angeles. Alors, ce ne sont pas les quartiers les plus connus de Los Angeles, c'est un peu en banlieue, ce qui donne justement l'impression qu'on rôde autour de la grande ville, donc encore une fois une impression d'environnement de prédateurs, similaire je dirais à des films comme Collateral, je vous l'avais déjà cité, de Michael Mann, mais aussi par moments des petits instants, surtout la nuit, la première scène de nuit, hein, c'est quand même dans les éclairages, vous savez, l'ambiance générale, colorimétrique aussi, de Drive de Nicolas Winding Refn. On a cette façon de filmer, cette façon d'attendre, je trouve semblable dans un style néoclassique, une espèce de classicisme moderne, actuel, avec les techniques, les effets de bokeh, les beaux travelling, les travelling d'accompagnement en voiture, le montage plus rythmique, des effets assez spectaculaires pendant la course-poursuite finale. C'est un film qui doit bien sûr travailler les images, puisque c'est un film sur le regard. Donc il y a une mise en scène du regard, une utilisation de tous les moyens pour sa manipulation, sa propre manipulation des images. Il y a beaucoup de plans dans la voiture, mais aussi des plans en extérieur qui suivent la voiture. Le film se donne les moyens de ses ambitions esthétiques, à petite échelle, certes, mais quand même. Et il y a bien sûr, quand on parle de regard, il y a beaucoup d'enjeux dans le montage même. Sur le tournage, on se couvre beaucoup, on filme beaucoup de choses, et au montage, on se concentre sur ce qu'il a filmé quand il visionne à la télévision. On a des séquences plus montées pour présenter la situation qui évolue, des montages de moments, travail du coup d'ellipse, par exemple la scène avec le vélo, où il voit le vélo, et le plan suivant, il est déjà en train de le revendre. La scène aussi du restaurant chinois, on s'arrange pour voir ce que Lou voit à sa distance et on répète une sorte d'excès d'obstination de la caméra de nous répéter les mêmes plans, les mêmes images, comme si on était déjà dans une sorte de régie caméra avec des caméras posées. On dit caméra 4, caméra 3, on revient à la 4, la caméra 2. Voilà, on revient sur ça avec des tests, avec différents objectifs. Il y a des fois des musiques méga rock qui n'ont un peu gêné par moments, pour des moments de course, j'entends par là. Bon, c'est des choix de musique un peu étranges, mais l'ambiance musique entre les guitares électriques et les nappes musicales sont plutôt enveloppantes, mais il y a quelques moments, je trouvais que c'était un petit peu excessif. Mais dans l'ensemble, c'est un film qui est bien écrit,
bien joué, bien mise en scène, agréable à voir et je pense à revoir. Un très très bon acteur, le personnage est très chouette à regarder. Gyllenhaal fait tout le film et si bien sûr vous voulez en savoir davantage, après la critique, eh bien, il y a beaucoup de textes sur le film, il y a de grandes interviews, j'ai pas fait le tour du tout, il y a eu beaucoup de choses à dire sur le personnage principal, la plupart des papiers tournaient autour de lui. J'espère que ce retour sur Nightcrawler vous aura plu. Personnellement, je lui mets un 14 sur 20. C'est un film qui a une très bonne tenue et je pense que j'aurais envie de le revoir. Et ça, c'est, je trouve, un indicateur pour une note supérieure pour ma part, parce que la note me donne toujours, comment dire, quand je vois un chiffre, j'assimile le chiffre à une sorte de valeur, de plus-value, de richesse, d'envie de revoir, de plein de choses, et elle varie en fonction justement de l'impression que me donne le film. Donc pour moi, la note n'est pas simplement un jugement de valeur, mais aussi une sorte d'impression de couleur, de perception, d'envie aussi, de plaisir. Donc voilà, la note pour moi est recèle beaucoup plus de choses peut-être que ce qu'on pourrait donner facilement en mémoire à ce qu'on a vécu à l'école, une note, alors c'est mauvais ou c'est pas mauvais, non, c'est beaucoup plus riche quand je joue avec ces chiffres-là de 1 à 20. Vous m'avez jamais vu mettre un 1 à un film, je crois que le plus bas que j'ai dû mettre c'était peut-être 7 ou 8 sur 20, mais bon, vous savez, je vous invite à plus considérer toutes les notes et tout ce que je dis sur le film que plutôt vous arrêter sur la note. Ce serait quand même un petit peu dommage que vous vous fixiez sur ça. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, la 299e vidéo. Donc la 300e, ça va être The Batman, ce sera la prochaine vidéo. Alors il faudra me laisser un peu de temps, hein, parce que le texte il fait 18 pages actuellement, donc, et j'ai pas terminé. Donc j'ai lu beaucoup de choses, j'ai écouté aussi beaucoup de choses, une quarantaine de podcasts et de vidéos. Le temps de mettre tout ça en ligne, en termes de notes, j'entends par là, et d'enregistrer, ça va me prendre un bon moment. Surtout que je travaille en semaine là en ce moment, donc j'ai pas trop le temps. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour la 300e. Je vous remercie de m'avoir suivi, de me soutenir, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!